Le tableau qui est au-dessus de moi s'appelle La Veste Rose. C'est un de mes tableaux favoris. Je me souviens que j'avais posé un soir à Grenade. J'étais assez fatiguée dans ton atelier espagnol et je m'étais endormie. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai découvert ce magnifique tableau. Je me suis toujours posé une question, pourquoi tu ne m'avais pas fait de visage? Le visage du modèle est blanc. Et puis il y a aussi des tas d'autres choses qui sont très intéressantes pour moi, c'est que quand ce tableau était dans ma chambre, depuis mon lit, il était donc sur la paroi en face, et avec la lumière qui tombait du toit, c'est un tableau qui était très intéressant parce qu'il était plein de petits animaux. Alors je ne sais pas si on peut les voir comme je les voyais à l'époque, parce qu'il faut être dans une certaine position, mais il y avait plein d'endroits où je trouvais des formes qui ressemblaient à... Par exemple, là, il y en a une, tu vois, on dirait un ours, un petit ours avec le museau, une patte, une griffe là, une patte avec une griffe, une autre patte, un œil, tu vois, là. Enfin, un ours ou un animal étrange. Il y en a plein dans ce tableau, mais il faut que je les retrouve en haut. Il y en a aussi là-haut, mais là il y en a un, mais comme il y a un pli, on voit moins bien. Un avec un bec. Attends, j'en trouve encore plein d'autres. Enfin, le tableau est plein de choses comme ça. Alors c'est très sympa d'être devant et le matin quand tu te réveilles, tu le regardes et tu trouves une nouvelle forme et une autre forme. Donc c'est un tableau très vivant et très mystérieux pour moi. Merci. Avant. Il faut que je les retrouve pour pouvoir te les montrer. Alors attends, il faut que je les retrouve. Là, on peut en voir un autre, mais non, c'est celui-là que je viens de trouver. Attends. Ah, c'est que ça dépend vraiment de la lumière. Hein. Ça dépend vraiment de la lumière. Le chat, l'autre là-haut qui ressemble à moitié une cigogne avec une queue de poisson. Lui là, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Sauf que je les trouve plus maintenant, quoi. Il y en avait par là aussi. Comment tu appellerais ces phénomènes des animaux qui se manifestent dans les tableaux, des lutins? Non, c'est que c'est une habitude de... Mais tu as déjà commencé? Bien sûr. Ah, mais tu aurais dû me dire. C'est une habitude de... J'aime bien reconnaître des formes dans ce qui n'a pas de forme, apparemment. Et comme ça, tu as tout un monde merveilleux qui surgit. Et c'est ça. C'est un tableau, donc La Veste Rose, qui a été fait, je ne me rappelle plus en quelle année. C'était un soir. On était arrivé à ton atelier de Grenade. J'étais très fatiguée, je m'étais assise dans un fauteuil et je m'étais endormie. Et à ce moment-là, tu t'es mis à peindre. Tu avais posé ta toile par terre, comme tu fais d'habitude. Là, avec les mains, tu t'es mis à peindre ce portrait. Et une chose qui m'intriguait, je ne te l'ai jamais demandé, c'est pourquoi je n'avais pas de visage sur ce tableau. Le visage est complètement blanc. Tu as laissé la toile apparente. Alors c'était peut-être parce que je dormais, et comme ça permet le rêve finalement. Et ce tableau, je trouve qu'il permet de rêver. Parce qu'avant il était dans ma chambre, et donc il était
en face de moi, sur la paroi en face de moi. Et donc le matin quand je me réveillais ou le soir quand je m'endormais, je pouvais voir toutes sortes d'animaux qui apparaissent dans le tableau. Alors par exemple, c'est assez difficile parce qu'on les voit avec une certaine lumière et on ne les voit pas tout le temps. Par exemple, celui-là il est facilement identifiable. Là, ah mais il faut éteindre là parce qu'autrement tu ne vas pas le voir. Si, ça se voit. Tu le vois. Là oui mais tu vois, avec cette lumière en dessous je le vois moins. Une sorte de petit animal, comme un petit ours avec le nez, une patte, des petites griffes, une autre patte, des petites griffes, une autre patte. Là-haut, attends, là-haut il y a un chat. Il y a un chat, on voit le nez du chat, comme le petit nez rose du chat là, tac tac, et là il y a un œil. Là il y a un animal fantastique, il aurait comme une queue de poisson, il serait tout en longueur, avec une sorte de bec qui plonge on ne sait pas trop où, et là un œil comme ça. Attends, là-haut il y en a un autre par là-haut. Tu vois là 2 yeux, et puis là il me semble qu'il y a un autre animal par là. Il y en a d'autres, hein. Ce qu'il y a c'est que je ne les vois pas, avec cette lumière qui arrive en dessous, je ne les vois pas. Je sais que là il y en a aussi. Il y avait une souris quelque part. Ah, est-ce que c'est ça la souris? On voit le nez, l'œil. Non, c'est pas ça, ça c'est un autre. Ah, voilà. Voilà. Je trouve qu'il est superbe ce tableau parce qu'il est très sensuel aussi là, dans la façon dont tu as posé la peinture. Et donc avec cette interrogation, finalement j'ai répondu un petit peu à ta place parce que le fait de ne pas avoir de visage, ça te permet d'envisager des tas de choses et ça permet l'évasion, le rêve et donc l'apparition de ces animaux fantastiques que je vois quand je suis dans mon lit. La lumière, on l'éteint peut-être. Oui, éteins-la parce que ça fait une dominante trop claire là. Une dominante qui est la dominante de la première prise. Voilà. Tu es en plan américain? Oui, là je te vois jusque là, c'est bien, je tourne. Bon, on peut faire des montées sur les tableaux. Oui, tout à fait. Non mais donc, je voulais que... tu pourrais répondre à ma question, pourquoi tu n'as pas mis de visage véritablement? Oui, je peux répondre, mais il faut développer. Parce que il y a plusieurs raisons qui convergent. J'avoue qu'il avait un peu ce que tu viens de dire, justement, que déjà, déjà je m'étais tellement concentré à la sensualité des jambes croisées, et que tout dormait, donc ton expression n'était pas adressée à l'autre, mais était celle du corps qui s'abandonne à lui-même, à son être. Donc du coup, je ne pouvais pas peindre ça, c'était absurde, c'était comme si j'étais dessiné, comme si tu étais un objet, parce que tu t'es endormi, donc tu ne me regardais pas. Donc quelque part, il y a comme un respect, une sorte de pudeur, malgré que je suis un peintre érotique, il y a aussi une pudeur sur certains points, comme par exemple là, en effet, la personne endormie, j'ai dessiné des portraits de toi endormi, mais de manière spécifique. C'est-à-dire que là, je me plaçais quelque part à côté de ton rêve. Mais dans l'atelier, on était dans mon atelier, c'était pas un espace vraiment pour dormir. Et ton sommeil était un sommeil de fatigue parce qu'on avait avant, le même jour, on avait peint la Gorgone romantique qui est dans le livre qui sortit en 2005.
La Gorgone romantique est un autre portrait de toi, aussi un peu nu, pas complètement nu, mais quand même tu fais le geste de soulever la jupe Ma jupe, et ouais. montrer les pubis qui est indiscernable, mais le geste est là. Déjà, de loin, on a la sensation vraiment d'une provocation. Ces tableaux précèdent la veste rose. Les mêmes jours, donc ça avait été, on avait, il faisait beau dehors, à l'extérieur il faisait beau, et on était à l'atelier à peindre frénétiquement un tableau à l'huile et puis un autre tableau à l'huile d'un format respectable, c'est-à-dire que ça peut se faire plus grand. Schnavel l'a peint en 5 mètres par 5 mètres, et je sais pas si encore plus, mais bon, quand même, pour une personne, c'est une œuvre forte de ce côté-là. Et ce n'était pas la première du jour, ce que je veux dire. C'était qu'avant, pour la Gorgone romantique, tu étais debout, tu avais posé debout, en soutenant ces gestes et en faisant ces gestes-là. Avec la main Droite. C'est très juste ce que tu dis à propos des jambes, de la sensualité des jambes, parce qu'à ce moment-là, on voit bien la peinture, la façon dont tu as... La sensualité des jambes, oui. C'était mon intérêt, c'est-à-dire c'était la première chose que j'ai vu la forme, c'était ces cuisses. Qui par ailleurs, là, se sont écarquillés. Parce que là, il manque de la terre des siennes. Ça a sauté, ces morceaux-là. Oui, oui. Et je ne sais pas à quel moment ça s'est J'ai vu qu'il avait craquelé un peu. Donc on devrait, à un moment donné, on devrait parler de la fragilité et même c'est quand même de l'huile. Hein. Donc on disait que quand c'est beau, on prend. Sur le plan, non, déjà il y a les tableaux, d'un côté il y a un cadrage dans les tableaux, ça s'appelle composition en peinture. Mais aussi dans le documentaire lui-même, il y a aussi des cadrages. Et je disais par rapport à ma posture ou mon geste. Mais tu es très bien comme ça. Oui, tu prends quand c'est beau, c'est-à-dire si jamais j'avais une boursouflure énorme à l'orteil, alors ça aurait moins d'intérêt pour s'amuser parce que ça serait pas drôle du tout. Parle-moi plutôt du tableau lui-même. Oui, le reste on s'en fiche. Le tableau, bon. Tu sais, c'est toi ma belle qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est écarquillé la cuisse. J'allais... Tu veux dire que c'est écaillé? Écaillé, c'est-à-dire que ça a sauté la peinture là. Oui, je vois, oui. Écaillé, c'est légèrement écaillé, oui. Et par endroits, ça s'est fendu parce qu'il a été roulé trop serré, probablement. Pourquoi tu peins toujours par terre? Et très rarement sur chevalet ou sur... D'ailleurs, chevalet, tu n'en as pas. Là-dessus, dans mon imaginaire, quand je suis en train de faire un tableau à l'huile, c'est-à-dire l'huile, ce n'est pas l'eau, et la distinction est sacramentale presque.
La peinture à l'eau. La distinction entre la peinture à l'huile et la peinture à l'eau. La peinture à l'eau c'est beau, la peinture à l'huile c'est difficile. Qui existe dans la liturgie entre les baptêmes et l'extrême onction. L'extrême onction c'est pour l'éternel. Attends, j'ai pas bien compris. Donc l'huile accomplit une fonction sacramentelle. C'est pour ça, parce qu'il dure plus, il tient mieux. Même si ça s'écarquille parfois, parce qu'il y a aussi des fragilités dans la peinture à l'huile. Mais traditionnellement, elle était plus mise en valeur dans la tradition picturale à cause de sa durée, la persistance, et aussi peut-être l'éclat des couleurs. Et d'autres raisons aussi, c'est qu'elle est plus flexible, malgré qu'elle s'écarquillait. Si ça avait été de la peinture à l'œuf, ça serait écarquillé encore plus, tu ne peux pas la rouler. Écaillé. Écaillé. Donc, le choix des couleurs. Bon, le rose, forcément, parce que je portais une veste rose. Si, le rose, c'est de la cochenille, du carmin de cochenille. Les roses. Une chose que j'ai remarqué, c'est que tu ne fais pas de dessin préparatoire. C'est que ta veste était rose, c'est-à-dire que tu portais une veste très moderne, très fashion. Et ta jupe aussi, et là tu étais vraiment modèle. Et là, et par ailleurs, rue de Prague, j'ai acheté les rouges de cochenille pour ce type de détail. C'est-à-dire pour l'éclat d'un vêtement particulier, ou pour un rouge aux lèvres à un moment donné voulu. Donc c'est des couleurs qu'on dose, qu'on prévoit, qu'on calcule. On doit faire beaucoup de réflexions avant de choisir la couleur. Donc j'avais les rouges de cochenille, là c'est mélangé avec les blancs de titane. C'est-à-dire sur les blancs de titane un peu dilués dans de la tréventine. J'ai fait ça entrer avec la tréventine d'abord, et puis la base blanche du titane, qui donne de l'éclat aussi. Ce qui en sortait, c'était du rose avec des différentes portions d'intensité selon ce soit plus ou moins mélangé avec les blancs. Ce sont plus ou moins les manières de faire pour peindre à l'huile et aussi à l'œuf. Oui, tu m'as pas répondu, je voulais savoir pourquoi tu peins très souvent directement, c'est-à-dire sans dessin préparatoire. Oui, parce que je suis un bon dessinateur, donc je fais comme si j'étais en train de dessiner. Je dessine bien. Je ne fais pas des choses si je ne suis pas sûr de faire très bien. Si je vois que ça ne va pas être très bien, j'ai choisi une autre histoire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire au charbon avant. Au début, peut-être dans mes premières toiles, il y a une petite ébauche au charbon mais comme j'ai vu que mes ébauches au charbon étaient bonnes presque à la première, toujours étaient bonnes, donc je me suis dit c'est bête de faire le charbon qui après disparaît dans la peinture. Il ne reste pas vraiment parce que c'est pas très intense, c'est un noir qu'on voit sur les blancs, mais qui dans un tableau c'est perdu. Donc l'utilisation du charbon avant les couleurs
est lié au travail en équipe des peintres d'église, des fresques. Et si je ne me trompe pas, parce que je peux être en train de faire une projection à partir en fait de ce que j'ai vu dans la mise en scène du personnage de Buffalmacco, dans la lecture cinématographique qui en fait le grand artiste Pier Paolo Pasolini. Là, c'est lui-même qui est le peintre, parce que en fait, ce qu'il vient à dire, c'est que le cinéma, il les pratique comme une sorte de grande fresque picturale. Donc, et pour montrer ça, il se met en scène comme Buffalmacco, en dirigeant une équipe de jeunes un peu brigands, parce que les étudiants qui accompagnent les peintres, c'est un métier libéral, alors le bénéfice n'est pas du tac au tac comme dans l'échange d'un tomate de la nourriture contre de l'argent, c'est-à-dire là, il y a quelque chose de bon, positif, on a besoin de la nourriture, mais pour la peinture, pour la valeur de la peinture et la valeur du travail des artistes, on est toujours dans les flous, et c'est pour ça que c'est le monde aussi d'un banditisme en douce un peu. Donc, et ça, chez Pier Paolo Pasolini, je voudrais le développer. Ça m'intéresse beaucoup, mais bon, c'est à cause de ça qu'il y a les foussins, c'est-à-dire les charbons, parce que l'équipe qui accompagne les peintres a besoin d'apprendre vite la peinture et rendre interne les réflexions visuelles du maître et s'assimiler à lui pour travailler avec. Et en même temps, ça, c'est déjà forcer la personne. Donc, du coup, au sein de l'équipe, peut s'établir, pourrait s'établir, si ça tourne mal, une dynamique de pouvoir du maître sur les disciples. Mais les maîtres, qui est sensible, comme Buffalmacco dans l'histoire du Decameron, tel qu'elle raconte Pasolini, et Pasolini lui-même dans sa manière de faire du néoréalisme, qui est le seul cinéma artistique. Donc lui, il fait pareil. Il prend des vrais brigands et il les met à travailler un peu dans quelque chose d'artistique qui va être visuel. Donc du coup, les brigands sont eux-mêmes devant la caméra. Mais ils savent qu'ils sont là pour quelque chose, pour faire un tableau qui c'est pas un tableau, c'est une fresque à cette époque. C'est plus grand, ça demande de couvrir de grandes surfaces de murs. C'est quand même encore plus que ce que j'ai fait dans la Westeros, mais c'est pour ça, pour expliquer que Pasolini, Buffalmacco, à un certain moment de la peinture, on avait besoin du charbon avant, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait sortir, parce que vraiment il fallait retenir les mouvements, donc il fallait tracer quelques ébauches, surtout parce qu'il est en question, c'est pourquoi je dirais retenir et fixer de la part du maître, parce qu'il assume une responsabilité, surtout du fait que les personnages qui apparaissent dans la fresque sont des portraits, et ils sont en train de faire des choses en rapport à la grande théologie, et il y en a des bons et des méchants, et c'est des portraits. Donc l'équipe c'est vraiment une bande. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans les processus d'élaboration d'une fresque comme celle qui existe au Camposanto de Pisa. Impressionnant et surtout
énigmatique. Même, il peut avoir un historien comme Luciano Velosi qui a analysé lentement, il a pris le temps d'écrire un livre, une monographie très présentable. Mais nous n'avons pas le temps qu'a eu Luciano Velosi devant les phénomènes du peintre de fresques. Nous entrons en tant que touristes ou en tant que quelqu'un qui regarde un livre et nous voyons pour une portion de temps qui nous permet d'entrevoir en effet l'histoire, de voir que les visages sont vraisemblables, donc sont peut-être allusifs, mais on ne peut pas tenir tous les tenants et les aboutissants, par exemple des représailles sur les peintres de quelqu'un dont les portraits se trouvent en enfer, ou chez les méchants, ou chez un diable, non? Par exemple. Moi, j'avais pas besoin de Foussant parce que je faisais des portraits dans une tradition intime. Donc, j'ai un marge de liberté qui vient donnée par les sacrements du mariage. Alors là, À la Fourier, je veux dire, pivotal. Oui, mais alors là, je vois pas le rapport avec le... Je veux dire que par là, je pouvais comprendre, j'étais en situation cognitive, de comprendre que ton sommeil était sacré. Parce que tu t'es reposé dans un tableau, qui est un autre chef-d'œuvre, qui est la Gorgone romantique, qui doit être roulée, et qui se retrouve représentée dans les livres de 2005. Et la Gorgone romantique, c'était déjà un grand effort. Et ça avait été fait avec encore plus de détails dans le visage, où tu tirais la langue. Donc tu avais fait un exploit de modèle. Parce que tu avais tiré la langue pour une peinture à l'huile qui était du speed painting. Parce que je peignais à la vitesse de la fresque. Et j'ai quand même bien croqué tes traits dans ces gestes irrévérencieux et moqueurs, de tirer la langue et de montrer les doigts. Là c'est mon doigt gauche parce que je ne vais pas vous faire les doigts d'honneur. Mais à gauche ou droit, c'est pareil. Ça n'a pas la même intention. Bon. Dis donc, il n'est pas signé. Mais je l'avais signé. Non. Regarde. Au crayon. C'est signé au crayon parce que parfois j'ai fait ça. Et alors il faut trouver la signature. Non, je te dis qu'il ne l'est pas. Attends, non, il faut parcourir tous les bords. Bah, je les ai Tu es parcourus. sûr que j'ai oublié de signer la veste rose? Oui. Je te dis que tu l'as oublié. Alors tu ne pourras pas les revendre. Je ne vais pas le revendre de toute façon. Ça, et en plus avec la craquelure, ça fait tomber la cote. C'est foutu. Mais là, tu m'avais expliqué les animaux que tu voyais? Moi, je ne les vois pas. Et parce que moi, Leonardo da Vinci dit qu'il faut regarder les taches dans les murs et voir des formes. Voilà, c'est ce que Et je fais, j'essaie de moi. le faire, mais je me suis rendu compte que c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Quand tu commences à voir des formes dans les murs, après ça ne s'arrête pas. Bah, Non, il faut pas. justement, c'est ce qui est intéressant dans le tableau. Là, on en voit Oui, plein. là parce que tu es dans ton propre tableau, donc du coup, tu peux. Et tu as bien fait. Tu vois tous les attributs, parce que c'est comme si tu les goûtais, les couleurs, comme si tu prenais du goût au tableau. Mais c'est parce que c'est ta manière, il y a beaucoup de manières de regarder un tableau, de voir des choses dans un tableau. On peut voir la figure elle-même, on peut voir les mauvais goûts, les bons goûts, ou pas prêter attention aux questions de goût et se concentrer sur la signification.
que c'est la signification. C'est une femme. Qu'est-ce qui, et c'est là qu'il y a toujours la question. C'est que un tableau avec une femme, c'est la représentation de la valeur, et c'est la valeur, c'est-à-dire que quelque part c'est comme le prototype de la pièce de monnaie. C'est quelque chose on échange, parce que pourquoi un peintre ne fait pas un seul tableau mais beaucoup? Parce qu'il veut devenir riche. Et parce qu'il aime peindre, parce qu'il faut dire aussi qu'il a, je ne sais pas expliquer ça, bon, si je sais expliquer, le plaisir qu'il y a à faire les tableaux, c'est parce qu'on dessine des choses qu'on aime regarder. Et c'est comme, mais ça vient peut-être aussi du fait que le tableau est assimilé au prototype de la monnaie. Pourquoi? Parce que ça vaut, c'est-à-dire que c'est un équivalent, un substitut, mais un substitut content. Parce que ça te substitue quelque part, ça ne te substitue pas pour plein de choses, mais comme image, oui. Mais en même temps, c'est comme un gage. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que si j'achète le tableau, j'aurais pas encore plus de chances de trouver une femme? Par exemple, mettons, parce que quelles sont les motivations d'un acheteur de tableaux? Il peut y en avoir plusieurs, il y en a qui font des collections, il y en a qui Ils sont investissent. des pervers peut-être, ils sont des chiens. Bon, mais peut-être que tes tableaux sont magiques. De toute façon, il y a toujours des femmes sur tes tableaux, alors. Quelqu'un qui aime les femmes, alors Quelqu'un qui aime les femmes. Qu'est-ce que je peux acheter des luxe, qui soient des hyper luxe, parce que c'est des couleurs, il y a rouge de cochenille, bleu et indigo, c'est de l'huile, c'est bien fait, c'est authentique, parce qu'il y a vraiment la pose, c'est pas un montage, c'est fait après un autre, c'est-à-dire c'est un exploit physique, c'est-à-dire c'est vraiment quelle est la valeur du cirque? Je sais pas, qu'on s'amuse et on paye pour ça. Et donc, je revenais à dire que l'existence du tableau était assimilable à l'existence de la monnaie. Et à l'actualité, on annonce la disparition de la monnaie, parce qu'il y aurait une espèce d'échange, de troc réglé par l'intelligence artificielle, dans lequel les fonctions et les services se feraient de manière automatique. Et donc, la monnaie viendrait représenter la conscience et le recul de la réflexion, parce qu'une monnaie, tu peux hésiter à la donner ou pas, finalement la garder pour toi et pas faire l'achat. Mais en revanche, un échange automatique, c'est fait de manière inévitable. Donc la peinture appartient à une époque où il y avait la possibilité de dire non. Parce que tu pouvais garder ta monnaie et pas payer. Soit parce que tu n'achetais pas, soit parce que tu étais radin. Tu avais le droit d'être radin. Tu n'as plus le droit. Qu'en penses-tu? Je sais pas, je suis pas radin alors. Non, mais que si la peinture disparaît, c'est parce que la monnaie disparaît. Non, je pense que Apocalyptique? c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de peintres maintenant, beaucoup plus de gens qui font des installations, de la photographie. Moi, je ne dirais pas vraiment ça. Je pense que
Bah, il y a eu toute une époque en France où on voyait quand même beaucoup moins de peinture que des installations, de la photographie, me semble-t-il. Maintenant, Ah oui, on dirait que la peinture revient un peu dans le marché de l'art, en tout cas en France, alors que déjà en Allemagne et en Angleterre, on en trouvait beaucoup plus. Oui, il y avait un côté aniconique dans les statu quo, dans, comment dire, une non-visibilité de la peinture en France. Je pense qu'elle était due au fait que les peintres français étaient médiocres. Donc, avec forte raison, les politiciens en avaient honte et ne les montraient pas. Ça, j'en sais rien. Oui, mais ça c'est le problème de la culture française, c'est que quand il y a, c'est que non, la peinture est très difficile parce que la, elle est assimilée au crime. C'est-à-dire finalement dans la conception française qui est toujours regardée dans la télé des séries de policiers. Bon, il n'y a pas qu'en France, de je crois que c'est partout, c'est mondialisé, je te signale. Hein. Du coup, quand on regarde un tableau, on cherche aussi un crime. C'est le tableau, c'est criminel finalement, parce que dans la paranoïa française, c'est une drôle d'interprétation. Ça, tu ne vois pas ça dans d'autres pays. Maintenant, oui, parce que Facebook a introduit une perversion dans les flux culturels qui fait que le fondamentalisme chrétien et même en se justifiant dans le respect du fondamentalisme musulman qu'en fait on s'en fiche, mais en disant attention, de même qu'on dit attention, il y a des enfants, ne faites pas trop démonstrative votre conduite, on dit aussi vos tableaux finalement. On dit aussi, attention, il y a des musulmans, ne faites pas trop cucu. Et ça, finalement, ça devient la seule pensée de l'être. Heideggerianement, ça possède la blessure française. Et c'est le phénomène des gilets rouges est désespéré. Jaune. Parce qu'ils ils sont jaunes. Rouge, les gilets rouges, ensanglantés, ils sont mal. Tu vois? Attends, qu'est-ce que tu entends par cucu? Cucu, ça veut dire genre cucu la praline, tu vois, un peu bête. Cucu la praline, c'est Tandis que... rabelaisien. Non, c'est plutôt San Antonio. Tandis que toi, dans ta tête, cucu, c'est de pas trop faire de cul dans tes tableaux, c'est ça? Bon, je parle comme j'ai entendu parler ici. Quand je suis venu, j'avais un langage littéraire de lecture philosophique, de linguistique, le structuralisme français et quelques ouvrages littéraires que j'avais lus. Et je découvre qu'on ne parle pas comme ça. Et moi, je me suis mis un peu à imiter les expressions, même si certaines, je ne les trouvais pas cucu la praline. Ça dépend à quel moment on lâche cucu la praline, parce que ça peut colorer un poème. Mais pour ça, il faut vivre. C'est cucu la praline et je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que je ne l'imagine. Parce que peut-être les paranoïaques
imagine tout. Tout est imaginable. Et il est responsable de tout ce qui est imaginé. Mais le paranoïaque, finalement, c'est personne. Et que la praline a une signification. Moi, je pense à... Non, je vais pas... bon, je vais le dire. Je vais le dire en demandant pardon à Brigitte Bardot, parce que c'est la seule image qui me vient, agréable plutôt. Mais je ne sais pas si ça a vraiment rapport, parce que la praline, c'est la chose au chocolat. Et là, vraiment, je ne vois pas En sucre rose. on se trouve. Mm. Si c'est un éloge ou non? C'est plutôt péjoratif. Péjoratif. Plutôt dépréciatif. Un peintre n'aime pas les péjoratifs parce que ça gâche les tableaux. Et bon, si la veste rose, c'est coucou la praline. Non. Mais on ne parlait pas à propos de la veste rose. Tu t'es embarqué dans je ne sais quelle démonstration que j'ai pas suivie d'ailleurs. Bon, la veste rose est un tableau de 2004. Nous nous préparions pour Paris. Ou pour les États-Unis. Et pour les États-Unis, parce que avant le voyage aux États-Unis, j'ai beaucoup travaillé pour avoir encore plus d'œuvres de ce que j'avais déjà. À l'époque, j'étais encore trentenaire. Au début de la trentaine, qu'est-ce que j'avais? 33 ans. C'est pour ça que j'ai fait la cigarette of Christ. Mm. Je me suis, comme le Christ, en fumant sa dernière cigarette, ou un pétard, ou quelque chose. Mais c'était un bel crucifié, non? Pas crucifié, parce que j'étais avant la crucifixion, j'avais droit à une cigarette. Et j'avais une auréole bouddhiste, parce que comme je suis pas chrétien, mais bouddhiste, j'avais une auréole bouddhiste. Juste au moment où je vais trouver une lumière un peu meilleure. Tu filmes? Oui. Depuis quand? 5 secondes. La lumière est beaucoup mieux là. Et l'équivalent dans les rudimentaires de la géométrie du sexe féminin,
donc qui serait en tant qu'image la valeur de tout. Mhm. Donc, mais si le sexe féminin serait la valeur de tout, ça voudrait dire qu'il y a un propriétaire. Et c'est ça qui dessine l'apparition du patriarcat. C'est pour ça que le peintre est au noyau de la constitution de la société patriarcale. Et m'étant rendu compte, je me suis mis à déconstruire l'existence d'un génie picassien et tout ça. Je me suis dit, je vais essayer de prendre le bon. Donc je me suis dit, je vais trouver des femmes, je vais les voir dans leur nudité, je vais me permettre de la reproduire avec des couleurs. Et je vais aussi quand même essayer d'être honnête et de détruire le patriarcat. Mais le problème, c'est que la destruction du patriarcat conduisait à la destruction de l'argent, et la destruction de l'argent rendait mécanique et automatique tous les rapports. Donc, c'était la disparition aussi de la pensée, de l'image. En fin de compte, on est amené à devenir aveugle. Répétition de l'exercice Du chat pour changer la lumière. Du chat pour changer la lumière. C'est un pèlerinage à la manière de la procession de ces... Déjà, c'est un peu mieux parce que tout à l'heure c'était un peu surexposé. Maintenant, c'est déjà mieux. Je mets de lumière à 45, enfin pas tout C'est convivial, c'est convivial parce que on est comme dans le même bateau que celui qui possède l'écran. Donc on est pièce de monnaie, qu'on soit vous ou non vous. Parce que quelque part, on a la sensation qu'en 2019, tout le monde sera aveugle. Pourquoi? Parce que comment tu peux voir ce monde dans l'état où il est? C'est vrai. Fin.